bonjour à toutes et à tous. On est ravis tous les deux, Guillaume. T'es content de faire? Complètement. Complètement. Bon, on en rêve depuis maintenant plusieurs semaines. Hein. C'est ça. Depuis plusieurs mois, on en rêve et on est ravis d'être là. Et encore mieux, parce que quand même, c'était tout un voyage pour toi là, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre accueil. Donc, on va faire une présentation en duo tous les deux. On va se présenter d'abord, puis effectivement, il y a de belles continuités, parce que si vous n'êtes pas encore convaincus, je pense que vous allez tous venir à Montréal à un moment ou à un autre pour venir marcher dans les parcs. Merci pour la belle transition. Donc, je me présente, je suis médecin de santé publique, originellement de France. C'est pour ça que vous allez tous être super déçus par mon petit accent québécois, qui est un petit peu manquant. Je suis donc professeure à l'école de santé publique, à la faculté de médecine et à la faculté de médecine aussi de l'Université de Montréal. Et je suis aussi donc médecin au Centre hospitalier universitaire de Montréal et chercheur avec une chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe. Et c'est comme ça maintenant depuis une quinzaine d'années que je réalise un programme de recherche vraiment axé sur la co-construction d'innovations réalisées pour et par les personnes concernées. Voilà. Et toi, Guillaume, Alors, Guillaume Bellemou, enchanté d'être là ce matin. Je suis patient engagé en santé depuis 40 ans. Parce que vivant avec une paralysie cérébrale, et patient formé à l'engagement en santé depuis le Covid, c'est-à-dire 2021-22, je sais jamais. Et parce que ça s'est étalé ce truc-là, puis qu'on a eu des confinements et magas de canard. Mais surtout, ce qui est important là, c'est qu'on va construire, on va vous expliquer comment construire un partenariat le plus possible, non pas tourné vers l'enfant, mais un partenariat avec l'enfant. Parce que en rééducation pédiatrique plus qu'ailleurs, en réalité, c'est pas un partenariat que vous allez devoir co-construire, co-créer, c'est un partenariat de vie. C'est un partenariat sur une durée longue. En rééducation pédiatrique, on a un enjeu majeur, c'est que, et une chance majeure, c'est que le handicap va évoluer, j'aime pas le terme, mais va se découvrir comme au poker en fonction des cartes qui vont se tourner en fonction des manches du jeu. On va vous expliquer ça un peu plus avant. Et d'abord, on voudrait aussi remercier beaucoup Pascal Cranier pour cette magnifique aventure qu'il nous fait vivre tous les deux. Hein, évidemment, et Mélanie et le comité d'organisation, pardon, on aurait dû le faire au préalable. Il n'est jamais trop tard. Donc, on y va? On est parti. On est parti. Alors, bien sûr, on commence par les petites choses de quand ça peut bien marcher. Intéressant. Ça marche pas? Je suis trop loin de la machine. J'appuie, mais ça va faire. À moins que ce soit dans l'autre sens. Vers là-haut peut-être. Je vise où? Vers l'écran peut-être. Vers l'écran. Là? Non, l'écran. Bon. Bah, je pense que. Vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît? Ça marche pas. Ça va être dur, hein, parce que pour garder notre temps. On va nous en prêter un peu plus. Ouais, je pense qu'il va falloir nous aider. Ils vont être généreux. Ah, même en régie, on n'arrive pas à passer la nouvelle. Bon, enfin bref, on n'a pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation, à moins que tu m'aies caché quelque chose. Non, je ne t'ai rien caché. Et j'ai même pas mangé de petits pains au chocolat offert par des labos ce matin. Non. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, je vais continuer même sur la présentation. Donc d'abord, c'est un mouvement, là, le partenariat, qui s'inscrit vraiment dans une histoire qui nous dépasse tous ici présents. D'abord, depuis que l'homme est l'homme, de toute façon, il y a de l'entraide entre les personnes. Donc, tout ce qui concerne vraiment le soutien par les pairs fait partie intégrante de la condition humaine.
Et Ah, voilà. ouais, c'est dingue, ça marche. Merci Pascal. Merci Pascal, merci la régie. Merci la régie. Donc ici, vous voyez un petit schéma récapitulatif un peu du mouvement qui, bien sûr, a pris de l'ampleur avec la création, après la Seconde Guerre mondiale, du système de santé, en particulier en France. Et progressivement, les choses ont évolué dans les années 70-80 avec de plus en plus de développement de groupes d'entraide entre les patients, sachant quand même que les alcooliques anonymes, ça débute quand même au début du siècle dernier. Et puis on a eu la crise, bien sûr, du sida, du Creutzfeldt-Jakob, et ce qui a entraîné aussi des mouvements de recul sur la manière de collaborer entre professionnels et personnes touchées par des problématiques de santé ou de handicap, et en particulier dans le domaine de l'hématologie, où il y avait une très très grande intégration à la fois des enfants, des parents, des chercheurs, des cliniciens autour justement de comment contribuer tous ensemble à améliorer les connaissances dans le domaine. Et effectivement, l'arrivée du sang contaminé a fait exploser complètement un modèle qui finalement est un peu comme un Graal qu'on essaie de recréer quelques années plus tard. Et en 2011, on a eu la chance à l'Université de Montréal d'avoir Vincent Dumez qui s'est retrouvé devant un doyen de faculté de médecine à échanger sur justement ce mouvement de lutte qui était en lien avec ACTED et bien sûr les revendications des patients touchés par le sida d'être beaucoup plus partie prenante de la conversation. Et tout d'un coup, le doyen de la faculté de médecine lui a dit « Mais c'est fou là, moi je suis responsable de la stratégie de recherche axée sur le patient au niveau canadien et je me rends compte que dans ma faculté, le principal intéressé est totalement absent. Est-ce que tu serais intéressé à venir travailler chez nous ?» Et c'est comme ça que la grande aventure du modèle de Montréal est née, avec l'embauche de Vincent Dumez comme étant le premier patient embauché dans une faculté de médecine pour développer un modèle de partenariat avec les professionnels. Et voilà. Est-ce que je peux me permettre Oui, de bien sûr. compléter Oui, un tout petit peu sur ce qui se passe en France et en particulier à l'Université Paris 13 de Bobigny, enfin à Bobigny, l'Université Paris 13, je ne sais jamais comment Paris sur le Nord, voilà, ça arrive le problème. Nous avons la chance de co-animer les groupes de discussion avec les internes, entre les internes et les médecins seniors, et d'y installer un patient enseignant. Sur ce même modèle, qui est le modèle dit de Montréal, on y reviendra plus tard, mais c'est très important, je pense, et pour le professionnel, d'avoir la voix du patient dès son internat, et le regard du patient dès son internat, et c'est très important pour le patient de pouvoir prendre du recul et pouvoir réagir et apprendre sur d'autres choses que les choses qui lui sont directement concernées, enfin qui le concernent directement. À l'Université de Montréal, ça a commencé vraiment par les premières années de formation des étudiants et de tous les étudiants qui travaillent dans le domaine de la santé et médico-social. Donc ça fait quand même 13 programmes différents où pendant 3 années, ils doivent travailler ensemble à la collaboration interprofessionnelle. Et la collaboration interprofessionnelle, évidemment, il faut la comprendre aussi avec la présence des patients présents, donc avec une co-animation professionnelle patients dès le départ pour faire en sorte que non seulement ils connaissent ce que font leurs petits camarades d'à côté, là, parce que souvent on ne sait pas trop ce que font les uns et les autres, entre la physio, l'ergo, le psychologue, etc. Parfois c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Et là ça ne remarche plus, hein, mais bon, ça c'est ici, ça marche pas. Et donc là je reviens sur le modèle rapidement qui vous a été présenté par Gaël et Pascal. Vous voyez ici donc toute l'équipe clinique qui est présente, et avec bien sûr 3 petits personnages qu'on pourrait vraiment recaractériser par l'enfant, les parents, et puis une personne qui est déjà passée par là auparavant. Alors, et ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est l'enfant, les parents, les professionnels, plus la personne qui est un peu plus âgée et qui donc a un recul différent. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue entre eux sur des objectifs qui ne sont pas toujours communs. Parce que l'un a des objectifs cliniques, l'autre des objectifs de parents, c'est-à-dire que mon fils est le meilleur du monde, ma fille c'est la meilleure du monde.
par définition. Hein, si vous êtes parent, vous le savez. Et vous pouvez être 3 parents, vous allez faire 3 battles pour dire que votre fille c'est la meilleure du monde. Et c'est chez les parents d'enfants handicapés, je vous assure que c'est pire. Et le professionnel qui voit un intérêt clinique on va pouvoir lui faire gagner tant de degrés et lui faire marcher tant de mètres de plus. Et le jeune qui dit, mais tant de mètres c'est pratique, mais ça ne fait pas un match de foot, ou ça fait pas, ou ça ne permet pas d'aller jusqu'au ciné en traversant le parc et en regardant les écureuils avec les copains. Et ce qui est intéressant, c'est justement la co-construction des moyens et objectifs. On va rentrer dans les détails justement sur la manière de faire. Complètement. Donc, juste pour vous donner le goût de lire l'article, c'est un article qui est paru il y a quelques mois par justement Vincent Dumez et Audrey L'Espérance, et qui revient sur les différents types de savoir expérientiel, puisqu'on en a un petit peu parlé quand même en introduction et autour de la deuxième aussi présentation. Donc ça vous permet un peu mieux de les classifier, et c'est vrai qu'on ne les mobilise pas suffisamment, alors que c'est vrai, on se limite quand même à certaines choses, alors que c'est justement toute la vision holistique qu'il faut être capable d'aller chercher aussi au travers de ces savoirs expérientiels. Ces savoirs expérientiels, on peut les mettre ensuite à profit à plein de niveaux différents du système de santé. Donc là, vous voyez vraiment un éclatement du modèle qui, au départ, est un modèle très clinique dans la relation professionnelle, personnes concernées, mais qui ensuite, bien sûr, peut s'appliquer à plein d'échelles dans le système de santé et de services sociaux, comme on dit au Québec, ou médico-social. Rapidement sur les définitions, puisque finalement, ce qui est intéressant, c'est vraiment de co-construire ensemble, que ce soit un projet de vie ou bien sûr des politiques de santé, on peut vraiment le voir à plein d'échelles, ou des formations. C'est la capacité vraiment de faire en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble avec pas de lien hiérarchique, et ça commence d'abord par enlever les vous et à commencer par les tu, ce qui est quand même déjà une grande révolution pour la France, d'enlever les docteurs machin et les professeurs trucs, mais de s'appeler Guillaume, Pascal, et puis de faire en sorte donc d'avoir vraiment une relation. Très bien, professeur, c'est noté. Oui, intérêt. Sinon, je ne te parle plus. Et bien sûr, d'avoir ce côté humble et de capacité de travailler tous au même niveau, qui nous permet ensuite de faire en sorte que les savoirs de chacun soient encore mieux valorisés et qu'il n'y ait pas de hiérarchie des savoirs. On peut dire ça comme ça ? On peut tout à fait dire ça comme ça. Et je dirais, alors c'est pas pour faire du bon et du bon, mais un peu quand même, je dirais même que permettre au patient de connaître son savoir, c'est lui permettre une meilleure estime de lui-même. Et quand vous connaissez votre problématique, vous vous connaissez mieux. C'est pas moi, c'est plein de gens qui m'ont dit avant moi en philosophie globale, c'est apprenons aux enfants à se connaître. Et apprenons en particulier aux enfants avec une singularité, un handicap, à le reconnaître et à le nommer et à avancer avec. Complètement, et c'est comme ça effectivement dans la co-construction qu'on va chercher ces savoirs-là et qu'on va les valoriser. Donc là, je vais vraiment passer aussi très très vite, mais dans l'article de 2015 qui présentait ce fameux modèle de Montréal, on reprenait les différents niveaux d'implication. Et c'est ça qui est intéressant aussi, que ce soit dans un établissement, que ce soit au niveau clinique, au niveau organisationnel ou au niveau de la gouvernance, on est capable vraiment d'aller chercher plein de niveaux différents d'implication, en sachant que celui qui est le plus abouti est celui qui est en termes de co-construction. Puis ça va même parfois dans une autonomisation complète des patients. On le voit par exemple dans le mouvement du diabète, où même les patients eux-mêmes sont capables d'être en autonomie complète par rapport à leur pathologie. Il y a tout un mouvement, en tous les cas, dans ce style-là. Et vous voyez aussi que ça se décline au niveau de la formation, de la recherche et dans le milieu communautaire. Donc voilà, je ne vais pas vous le lire, vous pourrez toujours le consulter. Et ça fait une petite synthèse assez sympathique de Luigi Flora qui nous proposait cet arbre,
où vous voyez les différents niveaux de participation, en sachant que certaines personnes, comme Guillaume ou comme Gaël, deviennent vraiment des leaders sur cet arbre pour être capables d'être des modèles de rôle, hein, des personnes qui ont donné le goût à d'autres aussi de dépasser leurs propres conditions et de pouvoir s'engager auprès d'autres personnes, que ce soit les cliniciens, les familles ou les jeunes qui sont concernés. Là, c'est juste pour vous montrer que tout ça, ça se structure. Hein. C'est pas sorti de nulle part, que ce soit dans un établissement ou que ce soit dans un groupe de médecins de famille. C'est important, en tous les cas, quand on veut amener les personnes à s'impliquer dans le système, de mettre en place des structures qui vont nous amener à identifier des personnes comme Guillaume ou des personnes comme Marie-Lou aussi qui sont dans la salle, qui vraiment ont un potentiel, qui ont envie de redonner au suivant et de pouvoir être mis en contact avec les équipes pour faire en sorte qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et surtout aider le système de santé et de services sociaux et dans le niveau du handicap à mieux répondre aux besoins. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir Quand tu veux. 2 secondes. En fait, le jamais rien pour nous sans nous, il est aussi et surtout valable dans le domaine du soin. Je veux dire, c'est pas qu'une question de trottoir et d'accessibilité à la boutique. C'est dans le soin une partie importante de nos vies. C'est hyper important d'être coacteur, quel que soit le niveau de handicap, de la force de soins et d'être membre entier de sa task force de soins et pas juste bénéficiaire de sa task force de soins. Alors peut-être qu'on peut rentrer dans les particularités du partenariat. On a travaillé un peu ensemble là-dessus, en particulier dans le niveau du handicap. Tu me rappelais que vraiment le contexte est tout à fait particulier. Alors, j'essaie... oui, le contexte est particulier. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? D'abord parce que c'est un contexte qui, dans le handicap neurologique qui nous occupe, est souvent un contexte à vie. Et puisque c'est un contexte à vie, c'est pas un événement dans une vie, c'est une partie intégrante de la vie du patient. Et ça peut être vu comme une difficulté, mais ça peut aussi être vu comme une force. Et pour ce qui concerne la paralysie cérébrale, vous accompagnez, beaucoup d'entre vous accompagnent des enfants avec PC. Il n'y a pas d'avant, pas d'après. Il n'y a que la vie avec la PC, mais je dirais la PC c'est une armoire forte ou une armoire Ikea dans laquelle on n'a pas tous les clés de tous les tiroirs tout de suite. C'est un peu comme l'armoire de la grand-mère qui est fermée à clé et tu l'auras quand tu auras cette clé quand tu seras grand. La PC, c'est un peu la même chose à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a le moment de l'annonce de l'état douloureux et de l'état clinique du handicap, et on en rediscutera tout à l'heure, on en rediscutera demain ou tout à l'heure pendant le temps des familles, et c'est hyper important. C'est le moment de l'annonce en tant que tel, c'est hyper important, mais en fait, ce n'est pas la seule annonce du handicap. L'annonce du handicap, il faut qu'elle se fasse, elle est contrainte de se faire progressivement et en fonction de la croissance de l'enfant. Et en fonction de sa capacité, de la capacité cognitive de l'enfant, il faudra, j'en sais rien, qu'on adapte l'annonce au mieux disant, c'est-à-dire qu'il ait le plus d'informations possible, et pas au moins disant, c'est-à-dire on ne distille pas l'information
parce que la personne en situation de handicap de naissance, si elle ne connaît pas toutes ses limitations tout de suite, elle se rend compte que ça, elle ne peut pas le faire. Et c'est très important de pouvoir nommer avec elle ce qu'elle peut faire et ne pas faire pour permettre deux choses. D'abord, permettre de se déplacer. Et on ne se dépasse que si on sait de là où on part et là où on part. Je ne sais pas là où on va, mais c'est là où on part. Et on se dépasse aussi si on sait que vous, équipe professionnelle médicale et paramédicale, derrière vous, derrière nous, on a des baudriers. Et vous êtes, et on va y revenir un peu ensuite, vous êtes dans les différentes annonces de handicap, nos baudriers. Et là, il ne faut pas oublier les frères et sœurs aussi hein, dans l'annonce. Et tu fais bien de me relancer là-dessus, je n'avais pas oublié évidemment, mais tu fais bien de me relancer là-dessus. C'est hyper important d'avoir des annonces différenciées, déjà pour chacun des parents. Je dirais parents grands, à la limite, dans un monde idéal de oui-oui. Moi, j'aime beaucoup oui. Moi aussi, il a une très jolie voiture, plus belle que mon fauteuil. Donc, dans un monde idéal de oui-oui, il faudrait une annonce pour les pères, une annonce pour les mères, parce que l'approche masculine et l'approche féminine n'est pas la même, et les craintes ne sont pas les mêmes, et que donc, voilà, il faudrait une approche de l'annonce différente selon les pères ou les mères, une approche aussi différente selon l'âge du grand frère, l'âge du grand frère, et quel va être son rôle de grand frère ou de grande sœur un peu particulier, parce que papa, maman vont prendre plus de temps avec le frère ou la sœur en question, et puis ça va durer. C'est pas comme lui quand il va chez le docteur, ça va pas durer un quart d'heure, ça va durer une nuit. Il est long le quart d'heure. Et donc ça c'est hyper important d'avoir pour moi une annonce différenciée grand frère, grande sœur, puis une autre annonce qui est aussi hyper importante, c'est l'annonce petit frère, petite sœur, parce que il y a un moment où le petit frère, la petite sœur vont se rendre compte que le frère, la sœur est différent. Ils ne vont pas le verbaliser de la même façon que le grand frère ou la grande sœur, pour qui ce sera normal que le grand frère, que le petit frère soit en situation de handicap, puisqu'on l'a toujours connu comme ça. Et pareil pour le petit frère, la petite sœur, on l'a toujours connu comme ça. Mais du coup, c'est pas parce qu'on l'a toujours connu comme ça qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas poser des mots sur ça c'est dur, ça on ne sait pas ce que c'est parce que c'est des noms bizarres de maladies, on sait qu'il a mal, on sait qu'il ne marche pas, on sait que truc, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et pour pouvoir avoir une relation saine de frères et sœurs, c'est-à-dire moi, pour ma part, c'est pas jouer au foot ni chanter, pas que je chante et jouer au foot, je ne sais pas faire, mais c'est avoir des discussions normales de jouer aux cartes, jouer au Monopoly, jouer au billboard, jouer aux jeux de société. Il faut que ça soit parlé sur pourquoi est-ce que tu dessines mal. Je dessine mal parce que j'écris pas, j'ai des troubles pratiques qui font que j'écris pas. Donc, pourquoi est-ce que tu dessines mal? Pour ces raisons-là. Et donc, c'est hyper important que ça soit parlé. Que ce soit des moments parlés. Et dans le schéma de rééducation ou du plan d'intervention, c'est quoi un peu les grandes caractéristiques pour toi là, dans le champ du handicap? Alors, pour moi, il y en a une majeure. C'est le bilan éducatif. Il y en a plein
des choses importantes dans le schéma de rééducation, mais il y en a une sur laquelle je voudrais attirer votre attention en tant que patient partenaire, patient expert, peut-être comme vous voudrez. Je n'ai pas 3 ans à discuter sur le sujet. La première, c'est la réévaluation du bilan éducatif partagé, autrement appelé BEP. Si vous entendez BEP, c'est bilan éducatif partagé, et inversement. C'est une réévaluation fréquente et en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de l'évolution des souhaits de l'enfant, l'évolution de ses besoins et l'évolution de ses déformations neuro-articulaires, l'évolution de sa dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysstructure. On réévalue les besoins, vraiment. Et on se méfie, comme l'eau qui dort, des thérapeutes qui sont certes très compétents, c'est pas ce que j'en mets en cause, qui vous disent « Je connais très bien cet enfant, je le suis depuis 15 ans. » Moi, j'aime bien être suivi par le même thérapeute depuis 15 ans. Pour certains ici, tout le monde sait que tous les partis à la retraite cette année, c'est triste d'ailleurs. C'est important d'être suivi par le même thérapeute. Mais en même temps, si jamais on ne réévalue pas régulièrement les besoins de l'enfant et du jeune adulte, j'avais pas l'info. Et donc c'est hyper important de réévaluer les besoins de l'enfant au fur et à mesure de sa croissance et de son évolution en âge. Et oui, par exemple au Québec, on travaille nous, sur ce qu'on appelle des parcours d'apprentissage personnalisés. Donc c'est très proche là, de ce que tu appelles le bilan partagé d'éducation. On va vraiment regarder à chaque moment de la vie quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences, et les compétences à tous les sortes du terme, hein, ça peut être des compétences plus techniques ou des compétences relationnelles aussi, qu'on va développer tous ensemble. Donc comment toute l'équipe travaille sur ces objectifs d'amélioration de la situation, mais à partir donc de toute la trajectoire de vie, et où est-ce qu'on se situe dans le parcours, et en fonction évidemment de l'état de santé de la personne. Au niveau aussi de l'adhésion au traitement et de la manière dont on fait une coalition thérapeutique tous ensemble, là, comment ça se passe plus particulièrement dans le handicap? Alors, l'adhésion au traitement dans le handicap, il est divers parce que les personnalités sont diverses, et il est divers parce qu'on a moins de 5 minutes, donc je vais être relativement court. Il est divers parce que les besoins et l'âge de l'enfant et la crise d'adolescence passent par là. Et on le sait en ce moment, c'est un des grands sujets, c'est la transition enfant-adulte. Il ne faut pas oublier la transition enfant-ado, où les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins d'un enfant ne sont pas les mêmes que ceux d'un ado, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc je dirais, dans le handicap, il faut réinterroger en permanence ces questions de transition. C'est moins que dans d'autres pathologies, la transition d'un état de malade à un état ayant été malade, qu'un état de comment j'évolue à cet âge-là avec le handicap. Et si je reviens un peu sur à la fois l'adhésion et puis le plan d'intervention, là, je travaille avec l'APF France Handicap, et on a travaillé sur les plans d'intervention des enfants et des jeunes ados avec le soutien de pairs un peu plus âgés. Et on s'est rendu compte que, je vais vous donner un peu un exemple à quel point c'est important d'aller chercher la parole du jeune ou de l'enfant. Il y avait vraiment une conversation avec l'équipe sur un peu les objectifs et puis la manière dont on pourrait amener le jeune dans un appartement où il serait beaucoup plus indépendant. Et le jeune était complètement exclu de la conversation. Puis là, on l'a amené à être en contact avec quelqu'un qui avait déjà fait cette transition-là.
Et à la conversation d'après, il avait complètement mis les parents derrière, lui devant, et puis c'était lui qui déterminait tous les objectifs et savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour être capable, dans quelques mois, de pouvoir gagner en autonomie. Et c'est vraiment de créer ces espaces et de permettre effectivement à des jeunes de pouvoir rencontrer d'autres qui ont déjà réussi à passer ces transitions-là, qui leur permettent de leur donner toute l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire et un peu aussi s'affranchir de leurs parents, où parfois quand même les parents sont très 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 présents. Et il faut les amener progressivement à prendre plus de décisions par rapport à eux-mêmes. Donc là, vous avez le droit, vous avez beaucoup de chance, on avait 64 diapos. Et finalement, je crois que je suis arrivée à la 4e, donc ça cher, mais dans tous les cas, ils vont être disponibles aussi. Et comme on aimerait aussi vous entendre, peut-être qu'on pourrait laisser les micros dans la salle et puis prendre quelques questions. Merci beaucoup et à vous deux déjà, et merci pendant que le micro passe à Guillaume qui n'est pas très en forme aujourd'hui mais qui voulait absolument être là et vraiment du fond du cœur, merci d'être parmi nous. Bonjour et merci beaucoup. Moi, c'est Louise Marolier, je suis kinésithérapeute. Ma question, c'est que tout ça, ça prend énormément de temps, le partenariat. Il faut des temps dédiés aux échanges, etc. Et en fait, en France, on est quand même en train d'aller vers des suivis 100% libéraux. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal encore à voir quel espace on pourrait proposer dans notre système de soins actuel pour des constructions de partenariats. Enfin, on en parle de plus en plus, en tout cas en IFMK, etc. L'éducation thérapeutique a de plus en plus de place. Mais c'est vrai que ça me paraît encore peu compatible avec les prises en charge libérales. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la modalité? On prend plusieurs questions, on en prend une. Allez-y, je vais vous répondre. Alors, en kiné, vous êtes le meilleur exemple pour faire du partenariat de soins. Parce que vous voyez vos patients, normalement, plusieurs fois par semaine. Et vous avez du temps avec eux. Et le partenariat de soins, ça a besoin d'être formel dans votre tête, mais ça a besoin surtout d'être entendu, écouté et écrit, sans avoir de temps formel. Ça peut être un échange avec le thérapeute. Et à partir de ce moment-là, on construit le partenariat de soins. Et aussi avec l'école, les milieux de loisirs aussi de l'enfant. Oui. Non, mais je répondais spécifiquement au temps de kinésithérapie à la question. Mais oui, évidemment, il faut tout inclure dans le partenariat de soins. C'est sûr que c'est des enjeux aussi en termes de tarification c'est ça. Comment on va encourager ces temps et les reconnaître aussi au niveau monétaire. Ça, je pense qu'il faut effectivement amener des plaidoyers parce qu'on a quand même des études maintenant qui nous montrent que de prendre ce temps-là permet de gagner du temps par la suite et moi j'aime bien marquer de dégoupiller des bombes là, mais des petits bombes à retardement et des situations qui deviennent de plus en plus complexes. Alors que si dès le départ on met bien sur la table tous les enjeux et que régulièrement on les réactualise, parce que comme tu disais, c'est des situations qui sont constamment évolutives. C'est comme ça effectivement qu'on va arriver avec finalement des personnes qui vont aller beaucoup mieux, alors que sinon on va être tout le temps dans un système de réaction, action-réaction, qui ne vont pas du tout aller dans le bon sens de la qualité de vie, autant du côté des professionnels que du côté des personnes concernées. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Désolé, c'est encore le philosophe. On les aime les philosophes. Tant mieux. 2 points. Moi, je critique la notion d'usager, dans la mesure où elle tend à une séparation, une objectivation et nuit au partenariat. Alors, j'ai fait des tas de travaux là-dessus, c'est dans mes bouquins. Je pense que toute personne qui utilise un service est un usager, qu'il soit professionnel ou bénéficiaire. Si on est classé dans les catégories purement bénéficiaires, on va être objectivé et passif plus qu'acteur. Premier point. C'est une discussion qui peut être longue. Deuxième point, l'adhésion. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur qu'on nous importe et qu'on
contre lequel on va d'abord résister naturellement, normativement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je préfère le mot adoption. C'est-à-dire j'en fais quelque chose qui m'appartient, qui vient de moi. Quand j'en ai découvert la nécessité interne. Et pour ça, il faut qu'on m'entende. Et je vois à quel point, ça a été dit tout à l'heure, dramatiquement, on n'écoute pas l'enfant, par exemple. Le patient, je le sais, l'handicapé, je le sais, mais l'enfant, c'est dramatique dans la situation de votre soin, les soins qu'on lui prodiguent. Voilà, je suis désolé d'embêter encore un peu plus loin. Ah non, Non, on est d'accord, merci pour cet éclairage profond et sémantique. Bonjour, je suis tout là-haut. Tout là-haut. Ah ouais, d'accord. Guénola Philippe, je suis masseur kinésithérapeute en CESAD. Nous, dans notre CESAD, on essaye de plus en plus d'intégrer les enfants à leur parcours de soins avec des entretiens spécifiques pour eux et des entretiens spécifiques pour leurs parents. Ça, c'est le début, hein, encore juste. Moi, la question qui m'intéressait plus, c'était par rapport au fait d'intégrer les frères et sœurs. J'entends tout à fait ce que vous dites et je trouve ça hyper pertinent. On essaye de faire ça un petit peu donc, en faisant des activités avec les enfants, les frères et sœurs des enfants. La question que je me pose, c'est au niveau des problématiques de RGPD, de problèmes de soins, des autorisations qu'on a de parler avec les frères et sœurs de ces enfants-là, d'une part, et d'autre part, à votre avis, qui sont les personnes les mieux positionnées pour pouvoir parler à ces enfants-là, aux frères et sœurs de personnes en situation de handicap. Il me semble que les parents sont quand même les interlocuteurs privilégiés de ces enfants-là et que c'est une discussion qui appartient en priorité à la famille. Comment arriver à intégrer justement dans le parcours du patient le parcours de ses frères et sœurs. Tu veux donner un exemple, puis moi j'en donnerai un autre. Je suis en train d'aller chercher, j'en avais un là. Je peux essayer d'en donner, je peux essayer de réfléchir avec vous, parce que c'est une question sur laquelle je n'ai pas de réponse, voilà, comme toutes les questions, on n'a pas de réponse toute faite. Alors, sur les questions de RGPD, déjà, normalement, l'ensemble des parents des frères et sœurs de tout le groupe sont consentants pour que les frères et sœurs soient là, parce qu'ils les ont emmenés, ils ne sont pas venus avec leurs aides, et s'ils sont venus à pied, les pauvres, c'est à eux qu'il faut passer la plante des pieds. Donc, ça c'est la première chose. Si les parents sont tous consentants, on peut signer un accord de RGPD et on n'est pas obligé de rentrer dans un détail hyper clinique sur tel enfant ou tel autre enfant. On peut rester sur des situations hyper concrètes, parce qu'en fait c'est ce qui intéresse les frères et sœurs, c'est des situations hyper concrètes. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire là-dessus, c'est sur la notion de c'est aux parents de le faire. Oui, c'est vrai, c'est une discussion qui doit être posée en famille, mais elle ne peut pas être posée qu'en famille. D'abord parce que c'est hyper lourd pour les parents à poser, et qu'en plus, ça revient à dire le handicap, nous on s'occupe de la personne en situation de handicap, de l'enfant en situation de handicap, mais ses frères et sœurs, on ne les entend pas. Or, ce que vous faites très bien à mon avis, c'est des temps d'atelier pour chacun. Et non, ce n'est pas qu'aux parents de le poser. C'est aux parents et aux professionnels. Je ne vous dis pas de le poser toutes les semaines, mais 2 ou 3 fois par an, sur une après-midi un peu ludique, de découverte de jeu, et en même temps on glisse de l'information. Ça permet aussi aux enfants, aux frères et sœurs, aux fratries, de pouvoir se dire, tiens, ça concerne d'autres gens que mon frère, d'autres gens que ma sœur. D'ailleurs, je peux rebondir là-dessus, donc, sur un travail qu'on a réalisé en Bourgogne, où il y a plusieurs activités qui sont réalisées pour les frères et sœurs, pour les amener justement à pouvoir échanger ensemble, et d'une façon non structurée, et beaucoup plus ludique et simple. Donc il y a des journées fratries pour les 6 et 10 ans, par exemple. Il y a 3 journées par an où ils peuvent se rencontrer, échanger,
faire des activités ensemble et puis discuter sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur famille. Il y a aussi des ateliers de création qu'ils peuvent réaliser, donc ils peuvent avoir des thématiques sur le handicap ou pas. Et pour les 10-16 ans, il y a eu tout un travail sur accords et désaccords en termes de chansons, de podcasts. Ils ont fait des trucs absolument incroyables. Là aussi, sur la typographie et la gravure, ils ont même fait un petit livre sur un peu les frères et sœurs s'affichent, là, comment on est intégré dans une famille avec un enfant un frère et sœur qui a un handicap. Et puis récemment, il y a un groupe de parole aussi par mois où les jeunes peuvent se réunir et discuter aussi ensemble un peu des situations qu'ils ont vécues, des problématiques qu'ils rencontrent et autres. Et justement, ça fait sortir aussi le côté médical et un peu structuré pour leur permettre aussi d'avoir leur parole à eux. Super, c'est magnifique de conclure sur la fête, des événements festifs pour réunir tout le monde. Ça peut donner des idées, même au libéral. Donc voilà, merci à nos deux orateurs et on va donc passer la vidéo qui était perdue tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? C'est vous qui le gérez. Vous aurez moins de temps pour boire le café, ça ne sera pas de ma faute. Bon, je fais vite. Donc, je suis Denis, je suis kiné dans un IEM depuis maintenant pas mal d'années. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on a vu, comme ça a été dit, hein, les techniques, la façon de s'occuper des jeunes paralysés cérébraux et autres troubles du neurodéveloppement, puisque maintenant on dit comme ça, il paraît. On se préoccupe quand même beaucoup plus effectivement de la place du jeune, de la place de la famille. On plie pas un genou pour plier un genou et on essaye de s'ancrer sur des besoins réels expliqués, demandés par la famille et ou le jeune. Par contre, c'est vrai que moi, je voulais témoigner de notre difficulté, en tout cas de professionnels de terrain, même si je milite pour effectivement toujours plus de travail en collaboration avec le jeune et les familles, notamment aller chez eux. La séance de kiné dans une salle de kiné, c'est bien joli, mais l'environnement de la famille et du jeune, voilà, donc on devrait certainement y aller beaucoup plus que ce qu'on fait. Et ouais, je milite aussi pour un rôle, on va dire, un dépassement de fonction. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation autour des TSA, partie des TND. Et la formatrice qui était psychologue disait que tous ces professionnels qui travaillent justement avec des jeunes à particularité doivent être dans le dépassement de fonction. Et pour moi, le kiné dans la paralysie cérébrale doit être dans le dépassement de fonction. Et malheureusement, ça implique du temps pour les jeunes professionnels. Parce que pour être dans le dépassement de fonction, il faut avoir compris, pratiqué, discuté avec à la fois les familles, les jeunes et d'autres professionnels. Et ce temps-là, j'ai l'impression qu'on l'a de moins en moins. Ma collègue parlait de l'évolution vers le libéral. Je ne suis pas sûr que les libéraux aient ce temps-là. Donc je suis un petit peu inquiet pour la prise en charge rééducative de la paralysie cérébrale et ce dépassement de fonction et pour moi cet humanisme qui doit être le point d'orgue de tous ces professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux. Voilà, donc je suis un petit peu inquiet. Je suis en fin de carrière et j'espère que les gens vont se mobiliser. Je vois qu'ici, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions super intéressantes. Je suis désolée, je vais pas vous interrompre. Et juste un dernier truc. Actuellement, en fait, on est en difficulté parce qu'on est passé d'un système où le médical et le paramédical décidaient de tout, ce qui était certainement une erreur. Et actuellement, dans les IEM, on a tendance, nous, personnels médicaux, paramédicaux, à nous imposer uniquement les besoins, enfin en tout cas
les projets fantasmés ou non de la famille et du jeune. Et ce temps de discussion où ça devrait éclairer justement le projet peut-être commun, on a du mal à le mettre en place et on est passé d'un système puré éducatif à une parole toute puissante, d'ailleurs juridiquement soutenue par les projets gouvernementaux et l'État. On va être obligé de prolonger la discussion, mais après à la pause, parce que sinon on va être dans le programme complètement. Bon, merci à vous. C'est un commentaire intéressant, mais je pense qu'il est appelé à être prolongé plutôt en discussion tout à l'heure. Et puis il y aura des tables rondes au cours des 2 jours. Il y aura des temps d'expression et c'est des moments de rencontre. On va passer tout de suite à la vidéo tant attendue.